bonsoir si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Toujours debout. Alors la question est sur toutes les lèvres. François Bayrou risque-t-il le même sort que Michel Barnier, à savoir la censure? Le PS, qui avait initialement refusé de voter la censure de LFI, a depuis hier mis en garde le Premier ministre. Soit il retire ses propos sur la submersion de l'immigration, soit il ne négocie plus avec le gouvernement. Et autre sortie qui a fait parler d'elle, celle du milliardaire Bernard Arnault. Le PDG de LVMH a dénoncé la hausse des impôts sur les bénéfices des grandes entreprises prévus dans le budget, qu'il qualifie de taxation du Made in France et qui pousse à la délocalisation. Ça nous a fait réagir, bien évidemment. On va en parler avec notre analyste politique, Paul Hellec. Paul, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, on va revenir sur les propos de François Bayrou. On va d'ailleurs les écouter. L'immigration est devenue une question brûlante sur toute la planète. Elle l'est pour ceux qui supportent les vagues migratoires et ceux qui craignent d'être menacés par de prochaines vagues. Et les réseaux sociaux attisent cette crainte tous les jours. La conviction profonde, c'est que cette immigration qui se développe aujourd'hui sous toutes les latitudes de la planète est d'abord une question de proportion. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent, et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Quiconque est allé à Mayotte, quiconque a parlé avec les habitants de Mayotte, quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. Et oui, les mots. Alors, avant d'aborder le fait que le centriste utilise la sémantique de l'extrême droite, revenons sur les faits précis. François Bayrou dit donc, je le suis, dès l'instant que vous avez le sentiment de subversion, de ne plus reconnaître votre pays, vous avez rejet. Ça voudrait dire que la France compte énormément d'étrangers. J'ai envie de vous demander, Paul, est-ce que le Premier ministre connaît-il vraiment les chiffres, parce qu'on le rappelle, 6,3 d'immigrants enregistrés pour 1000 habitants. La France se classe très loin derrière Malte au niveau de l'Union européenne, parce que Malte, c'est 66 immigrants pour 1000 personnes en 2022. Bien sûr, et si on regardait les chiffres en dehors de l'espace européen, on verrait que des pays ont accueilli des réfugiés, par exemple, de guerre ou de catastrophes naturelles par quantité largement supérieure à tout ce qu'on nous fait comprendre. Je dirais, regardez combien de Syriens ont été accueillis, des fois dans des conditions terribles, mais au Liban, en Turquie. Donc le Premier ministre ne connaît pas la réalité, mais parce que la réalité statistique n'a absolument aucune importance quant à ce qu'il veut dire dans le débat public et quant à l'utilisation de l'immigration qu'il veut en faire, effectivement, à la suite de l'extrême droite. Et c'est ça le problème, c'est que dans l'expression d'ailleurs un sentiment de submersion, c'est le même vocabulaire que d'autres qui avaient dit il y a eu un djihadisme d'atmosphère, je crois que c'était le politicien Gilles Kepel, enfin un certain nombre de mots qui veulent habiller le fait que ce ne sont pas des faits. Ce sont des faits alternatifs, ce sont des faits qui sont utilisés par l'extrême droite pour justifier leur agenda politique, mais qu'il n'y a aucune réalité à ce phénomène de submersion. Le problème, c'est qu'il faut faire l'origine de ce mot. Et il utilisait, est mis en avant sur la scène politique par Jean-Marie Le Pen, le tortionnaire dont la mort a été annoncée on était sur ce plateau, je crois, il y a 3 semaines.
Et c'est dans son programme de 2022. Et c'est lui qui a, encore une fois, investi cette sémantique de la submersion, le fait d'être complètement débordé par une arrivée massive d'eau, c'est ça la submersion, c'est-à-dire recouvert d'eau, et qui est en fait une métaphore pour parler de la trop grande place que prendraient ces individus dans la société. Et pourquoi cette idée est importante dans le discours de l'extrême droite et de la droite ? On va, je pense, avoir le temps d'appuyer cette question, mais si vous avez comme objectif de lier la figure de l'étranger qui est l'immigré à l'ensemble des problématiques sociales que vous ne voulez pas traiter, ou à un certain nombre de problématiques qui suscitent des vifs affects dans la population, comme la question de la sécurité, etc., vous avez d'abord besoin de l'installer comme un danger. Et c'est pour ça que toutes les métaphores, toutes les logiques descriptives de cette figure de l'étranger, de l'immigré, etc., sont toujours associées avec des formes de danger. La submersion, c'est un danger. Je veux dire, une maison submergée, un espace submergé, c'est un danger. De la même manière que d'autres métaphores sont utilisées pour parler de la peur du nombre, quand l'extrême droite parle d'appel d'air. Cette idée que tout d'un coup va être aspiré par centaines ou que ça va entraîner mécaniquement des flux beaucoup plus importants, c'est la même chose. Ce sont toujours des métaphores qui accentuent une figure de la dangerosité et du risque qui est fait pour qui au final ? Pour ceux que l'on considère ou que l'on propose de voir comme le corps sain de la nation. Et au final, c'est un peu, je dis corps sain, c'est pas un mot que j'utiliserais moi, mais je pense que c'est vraiment le mot qu'utilise l'extrême droite historiquement, et c'est intéressant parce que c'est ce que dit finalement François Bayrou dans son discours quand il dit un peu ça va, trop ça commence à être un problème, c'est de l'inquiétude, et il fait semblant de se positionner de façon extérieure à ce phénomène, mais en vérité il est en plein dedans, quoi. Et une dernière chose peut-être, c'est quand même, il faut le souligner, la façon assez ignoble dont la situation catastrophique à Mayotte est utilisée comme un marchepied par toute l'extrême droite pour pouvoir avancer sur ce terrain d'attaque idéologique successive, sur renforcer la répression des personnes immigrées en raison de leur statut administratif, et de l'autre côté des législations que l'extrême droite exècre, comme la question du droit du sol. Et justement, l'extrême droite, bien évidemment, a très bien accueilli ces propos, mais il y en a deux autres aussi. Il y a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, c'est quand même un républicain très à droite, mais il ne s'est pas encore annoncé de l'extrême droite. Il y a également le Renaissance Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Je vais le citer, qu'un homme centriste, modéré, équilibré, puisse dire au bout d'un mois et demi à Matignon qu'il y a une proportion d'étrangers qui ne doit pas être dépassée sur le sol national, c'est une avancée. Alors là, on va se focaliser sur les propos d'un seul homme, François Bayrou. Finalement, c'est tout un gouvernement qui pense la même chose. Absolument. Déjà, François Bayrou est Premier ministre. Je veux dire, on a eu la comédie de sa nomination, donc il serait improbable de penser qu'un Premier ministre en exercice, lorsqu'il s'exprime, n'exprime que son opinion ou une opinion propre. C'est sans doute aussi son opinion, mais c'est surtout qu'il parle au nom du gouvernement. D'abord, juste un détail sur Bruno Retailleau. Il est un homme d'extrême droite. Il a commencé avec le parti de De Villiers, comme vendéen, vraiment dans la droite radicale extrême intégriste de Vendée. Il est presque une caricature, si on veut, de certaines formes traditionnelles de l'engagement à l'extrême droite. Il parle comme un homme d'extrême droite. Je rappelle que, pour donner deux propos qui illustrent bien la conception politique, la vision politique de cet homme, c'est qu'il a lui-même exprimé qu'il y avait un problème avec la façon dont on parlait de la colonisation, et que finalement c'était quand même pas des temps si mauvais. Alors je me rappelle plus la formule, mais en substance, il a expliqué que on se culpabilisait trop de rappeler le fait colonial et l'action de la France dans différentes colonies qu'elle a eues, ce qui est un propos parfaitement ignoble, relativement aux horreurs qui ont été commises au nom de la République française et sur différentes populations, différents peuples dans différents pays. Il a expliqué lors de la révolte des quartiers populaires, à la suite de l'assassinat, en tout cas du meurtre du jeune Naël par des forces de l'ordre, plus qu'assassinat, que finalement la révolte de ses habitants n'était pas une question politique, sociale, mais il a dit que c'était une régression vers les origines ethniques, c'est-à-dire une ethnicisation du comportement de certains groupes en raison de leur supposée appartenance. Encore une fois, cet halo de l'étranger dans lequel on vient enfermer toutes sortes de figures qu'on analyse. Donc oui, c'est un homme d'extrême droite. Et effectivement, le problème, c'est que comment ces gens prospèrent ? Ils prospèrent à partir du moment où on valide
petit à petit leur discours. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'extrême droite, on a eu l'occasion d'en parler, c'est que Jean-Marie Le Pen est arrivé sur la scène politique, a complètement développé un discours qui était raciste, et qui était un remodelage du racisme historique, qui est un racisme biologique, mais vous avez des théoriciens dans l'extrême droite, dans les années même 70, etc., qui expliquent que puisque le racisme biologique s'attache, parce que c'était discrédité par le fait que quand même, il y a un génocide qui a été commis en Europe, le génocide des Juifs suite à l'application du nazisme et des régimes totalitaires, avec la participation et la collaboration de la France. Bref, il fallait organiser une mutation de cette justification de différenciation et de justification d'un ordre inégalitaire entre certaines fractions du peuple et d'autres, et qu'en fait, il fallait le faire sur la base d'un argument culturel. Il ne s'agit plus de dire c'est une race biologique, mais c'est certaines civilisations sont supérieures à d'autres, certaines populations valent mieux que d'autres. Et toutes ces justifications, Jean-Marie Le Pen les a servies sur la table, et au lieu de combattre pied à pied ce discours, il y a eu juste progressivement des reprises de toutes les parts du champ politique. À droite, c'est bien entendu des gens qui disent qu'effectivement, il y a un problème avec l'immigration, problème entre l'immigration et la sécurité, etc. Donc le problème migratoire, avec toute la question de discours qui ne sont pas que des discours. Un discours n'est efficace qu'à partir du moment où il est appuyé sur des politiques publiques. Et donc, si on regarde concrètement, c'est des politiques d'expulsion, de gens, de traitement différencié, d'application de la violence de l'État sur les corps des personnes qui sont désignées comme étrangers et donc potentiellement dangereuses, et donc potentiellement on peut justifier l'utilisation de violence sur ces personnes. Et donc on a justifié ces discours en les reprenant, mais c'est également le cas à gauche, quand le Parti social, je crois que c'était Laurent Fabius qui expliquait que Jean-Marie Le Pen posait de bonnes questions mais il avait de mauvaises réponses, il valide le diagnostic que portait Jean-Marie Le Pen. Et en même temps, on a eu plus tard d'autres exemples. Manuel Valls qui nous explique dans des phrases similaires qu'il est pour l'expulsion en fait, de personnes massives, etc. Et en fait, la reprise systématique par ceux qui ont occupé les postes au gouvernement de ce discours d'extrême droite permet de les valider et de leur donner un caractère légitime, quand bien même, ce qu'on disait au début, ils n'ont absolument aucune valeur scientifique quand on regarde toutes les études qui montrent que déjà, non, il n'y a pas de submersion migratoire, non, il n'y a pas une part de population étrangère importante sur le territoire, et quand bien même il y en aurait, on aurait largement les moyens de l'accueillir, de lui offrir des conditions d'intégration, je pense l'intégration au sens social du terme, c'est-à-dire des façons décentes de se loger, d'avoir accès à une formation sur la langue pour pouvoir au mieux trouver un emploi, etc. Enfin bref, et tout ça est complètement balayé par la validation systématique, et là c'est exactement ce que fait Gérald Darmanin. Il dit, moi j'ai toujours pensé ça, c'est-à-dire ces horreurs xénophobes qu'on vient d'entendre, et je suis content parce que j'ai été validé par le Premier ministre. Sous-entendu, ma vision que je développe, moi au ministère de la Justice et M. Retailleau à l'intérieur, c'est celle-là qui fixe l'action politique gouvernementale. Alors, tout ça, ce qu'a dit François Bayrou, comment ça a été validé par ses collègues du gouvernement, est-ce que ça ne veut pas dire que le virage très droitier qu'on n'arrête pas de dénoncer, finalement, c'est pas plutôt un virage à l'extrême droite qui est en train de se produire actuellement ? Le problème du terme de virage, je suis d'accord, le problème du terme de virage, c'est qu'il a été utilisé régulièrement dans la scène politique. C'est-à-dire qu'on a parlé de basculement, on a parlé de virage, on a passé un cap dans la reprise des idées d'extrême droite, dans les politiques xénophobes. Je rappelle, on avait un peu ce discours, par exemple, au moment du vote de la loi immigration, qui était à la fin de l'année de décembre 2023, si je ne m'abuse. Et à chaque fois, on a parlé de cap, etc. Je pense qu'il s'agit de voir les choses plutôt que sous la forme d'un processus continu, un processus qu'on pourrait appeler de différentes manières, mais je pense notamment de fascisation, c'est-à-dire de reprise du discours fasciste, dans le sens où le fascisme, c'est avant tout un discours sur la pureté du corps national, qui doit être préservé par la purge des éléments halogènes étrangers, et donc de création de figures de l'ennemi, dont l'immigré est bien entendu une des principales figures de proue, mais dans la société française, on en a d'autres. La question du musulman, de la communauté musulmane, qui ont été des figures de l'ennemi très particulières, avec des offensives islamophobes très très fortes, et bien entendu, on pourrait me dire, mais quel rapport, etc. Les liens ont été faits. Les liens ont été faits entre islam, étrangers, musulmans, immigrés, tous ces mots-là, toutes ces équivalences sémantiques, elles ont aujourd'hui une assise parce qu'il y a des politiques qui ont mis en accusation des gens et qui les ont donc liés dans l'esprit, dans le débat public. Et donc effectivement, est-ce que c'est un virage ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'illusion
que François Bayrou était en train de discuter avec la gauche de petits arrangements, pas n'importe quelle gauche, la gauche du Parti socialiste, prête à, pour quelques broutilles, donner son accord pour la continuation de ce gouvernement. Et devant nous, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'en vérité, le centre de gravité du pouvoir actuel ne peut être qu'en lien avec l'extrême droite. Et pour quelle raison ? La même manière que pour Michel Barnier. La même manière, c'est que finalement, à droite et dans toutes les nuances de droite, il y a un alignement idéologique réel sur 3 sujets. D'abord, et ça c'est la deuxième partie de l'émission dont on parlera, on ne touche pas au Grisby, c'est-à-dire on ne touche pas aux intérêts fondamentaux d'une petite partie extrêmement minoritaire de la société, qui sont les ultra-riches, et qui font leur fortune sur le dos des autres. Pour pouvoir imposer cette politique antisociale et contre l'intérêt général des travailleuses et des travailleurs, on va utiliser une marche autoritaire du pouvoir, c'est-à-dire toutes sortes de mécanismes à l'Assemblée nationale, que ce soit le 49.3 ou différents règlements pour empêcher le débat ou l'expression d'idées opposées, y compris dans le débat public en faisant des chasses aux sorcières, en accusant ses adversaires de tout et de rien, ou dans le cadre des mouvements sociaux, une répression policière extrêmement imposante. Et de l'autre côté, le troisième pilier, c'est le racisme, la xénophobie comme moyen de fracturation du champ politique. Fracturation du débat, fracturation également des travailleuses et des travailleurs de ce pays, on le sait. On le voit dans les options électorales et dans les blocs sociaux qui s'opposent. Et ça, c'est quelque chose qui compose l'ensemble de la droite. La vraie question, c'est certains ont des combinaisons différentes. Le centre, le bloc bourgeois, ils sont avant tout néolibéraux et racistes de façon utilitariste, je dirais. C'est comme ça qu'on voit des Attal qui viennent du Parti socialiste, capables de nous expliquer que la loi immigration, c'est bien. Vous en avez qui sont avant tout des xénophobes nationalistes et qui sont néolibéraux tout de même. Ça, c'est l'extrême droite et l'illusion qu'ils ont un programme social. Et puis, vous avez, je dirais, les LR qui sont, eux, 50-50. C'est un peu en même temps où on essaye de mesurer avec égalité le degré de néolibéralisme et de xénophobie, mais c'est ça. Et donc, du coup, cet alignement, il se visualise. Je finis, mais première quinquennat, on a vraiment une centralité du bloc bourgeois parce qu'il n'a pas besoin d'une majorité d'autres partis pour exercer le pouvoir. À partir du moment où son quinquennat s'engage, il a quand même besoin d'élargir le bloc social sur lequel il tient, puisque c'est un bloc minoritaire, et donc il attrape une partie de l'électorat de la droite. Et deuxième quinquennat, en plus d'avoir accaparé une partie de l'électorat de la droite, il a besoin d'accaparer les voix des partis. Et donc, alliance avec LR, avec Barnier. Et puis là, ça ne serait tardé. Alors là, on vient de le dire, le RNC a validé les propos de Bayrou, la droite également, le centre, le PS en tout cas. C'est complètement opposé à ce qu'a dit François Bayrou. Il est même monté au créneau. Il a dit « on s'appuie à la table de négociation tant que vous n'avez pas retiré vos propos ». Je vous propose d'écouter Arthur Delaporte, député socialiste, à ce sujet. Après les mots du Premier ministre qui a confirmé l'idée qu'il y avait, selon lui, une submersion migratoire dans certaines villes et régions françaises à l'Assemblée nationale, ce qu'il avait déjà dit hier soir sur LCI, le Parti socialiste a pris la décision de suspendre sa participation aux discussions sur le budget qui devaient avoir lieu ce soir. On ne peut pas avoir d'un côté un Premier ministre qui fait la courte échelle au Rassemblement national en reprenant à son compte ses termes, en les justifiant, et de l'autre un gouvernement qui tient par un accord ou en tout cas une non-censure de la gauche. Nous nous sommes engagés dans cette démarche pour tenter de montrer qu'il pouvait y avoir une alternative à la non-censure du Rassemblement national qui avait entraîné la chute de Michel Barnier. Ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement est d'une grande gravité parce qu'il contribue à affaiblir les barrières morales, à donner l'impression qu'il est dans un en même temps entre une discussion avec le Rassemblement national et la gauche. Ça n'est pas possible. Bon, en tout cas, François Bayrou n'a pas retiré ses propos. Il les a justifiés, vous le disiez tout à l'heure, à cause de Mayotte. Mayotte, malheureusement, marche-pied de François Bayrou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le PS ne discutera plus avec le gouvernement. Est-ce que c'est une réelle rupture là, qui est en train de se passer ou c'est simplement, j'ai envie de dire, une tempête dans un verre d'eau ? Je pense que le Parti socialiste a besoin de jouer l'agitation en raison d'abord du caractère
encore une fois, illusoire, des négociations qui auraient eu lieu entre lui et le gouvernement. Tout d'abord parce que on l'a vu dans l'examen du texte au Sénat, où la droite est majoritaire, les supposées concessions qu'aurait accordées François Bayrou n'ont pas connu une bonne fortune, et au Sénat, elles ont été en grande partie remises en cause, ou en tout cas, parce que c'était des dispositifs très particuliers, sur quelques postes dans l'éducation nationale, soi-disant 2-3 rentrées d'argent ici et là, que tout est suspendu à l'exercice de la commission mixte paritaire, qui est le mécanisme par lequel les deux assemblées vont devoir discuter d'une version commune du texte, et que rien ne garantit réellement que cette politique, ces miettes qu'ils ont dit décrocher, s'appliquent. Et deuxièmement, par le fait que, de nouveau, là, ce sont des propos choquants. Et c'est une excuse pour le Parti socialiste qui voit donc son entreprise de négociation faillir pour pouvoir refaire un pas en arrière et se dire peut-être que le pari, que cette ligne de responsabilité qui est capable de discuter même avec l'adversaire pour la stabilité de la France était un pari risqué à gauche. Parce qu'il est plutôt accueilli avec circonspection de la part de beaucoup d'électeurs à gauche, d'autant plus qu'il y avait déjà M. Retailleau, qui avait déjà prononcé les propos dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait déjà M. Gérald Darmanin. Il y avait Mme Borne, qui a été celle qui a été Mme 49.3 sur l'ensemble des textes sur les retraites. Et je rappelle que d'ailleurs dans les négociations, c'est une négociation à la baisse. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le Parti socialiste a une discussion où ils ont dit, alors d'abord, abrogation de la réforme des retraites. Et puis après, ils ont dit, bon, suspension. Et après, ils ont dit suspension pour 6 mois. Et après, ils ont dit peut-être pendant 3 mois. Et après, ils ont dit, on verra, on va discuter de comment ça se passe. Il y en a même qui ont dit, retraitera de points. Mais là, ils arrivent peut-être au bout. Mais justement, et donc du coup, là, ils ont une bonne opportunité. Comment faire pour s'opposer? S'il y a un truc sur lequel on ne devrait pas transiger à gauche, c'est que lorsqu'il y a un propos qui est clairement xénophobe exprimé, lorsque c'est une claire reprise de l'extrême droite, c'était encore trop se mouiller avec le gouvernement pour continuer. Toujours pas, parce que le PS a fixé une autre condition. Il n'y a pas seulement que François Bayrou retire ses propos, ils veulent également que le gouvernement ne touche pas à l'AME, l'aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière. Mais en même temps, j'ai écouté tout à l'heure le socialiste Philippe Brun qui se disait favorable à la reprise des négociations car on a besoin d'un budget pour la France. Ce serait cataclysmique pour le pays et de ne pas en avoir, on ne comprend plus rien. Donc le PS part ou ne part pas. Quel est le sous-texte véritablement ? La lecture des péripéties du Parti socialiste est effectivement extrêmement rude, même pour les gens qui s'y exercent régulièrement. Mais blague à part, effectivement, je pense que déjà, il n'y a pas un Parti socialiste, il y a plusieurs Partis socialistes. On l'avait vu dans la période. Il y a le Parti socialiste rêvé de François Hollande, c'est-à-dire un retour officiel à la ligne qu'il a toujours occupée, c'est-à-dire une politique d'accompagnement de la bourgeoisie qui dissimule sous des annonces sociales une politique d'accompagnement de l'ordre néolibéral tel qu'il est organisé, avec l'utilisation de l'État pour organiser une politique de l'offre. En gros, c'est ce qu'a été le quinquennat d'Hollande, et c'est ce qui est l'objectif de M. Brun et d'un certain nombre de ces gens de l'aile droite qui considèrent que finalement, ils n'ont pas des désaccords fondamentaux avec la proposition de budget, parce qu'il faut respecter les critères de réduction du déficit, parce qu'il faut se remettre dans les clous des critères de Maastricht qui ont été remis en place post-Covid au niveau européen, etc., etc. Et il y a une partie du socialiste qui, n'étant pas forcément plus sincère, mais qui a été incarné par Olivier Faure et qui a compris que c'était une stratégie mise en échec. Je rappelle que Anne Hidalgo a fait un score absolument ridicule, je crois que c'était 1,6 ou 7, et que miser sur cette stratégie était une mise en péril de la maison, du parti et de l'organisation. Et donc ils ont adopté des postures plus à gauche, parce que ça leur permettait dans le cadre d'alliance de survivre d'un point de vue bureaucratique, et qu'en vérité, là ils ont fait le pari que ils allaient pouvoir se détacher de la gauche qui tâche pour eux, une gauche trop rouge, trop radicale ou trop extrême. Enfin, toutes les critiques qu'ils ont pu émettre, qui étaient la France insoumise en particulier, mais de manière générale aussi les communistes ou d'autres sur le programme du NFP, et qu'ils sont en difficulté, et que ces gens-là continueront d'être contradictoires les uns avec les autres tant que le congrès du Parti socialiste n'aura pas, de façon temporaire, retrancher ces débats-là. Et donc, du coup, chacun essaye de jouer sa carte. Et c'est pour ça que ce qui est navrant, je trouverais, dans cette situation, c'est que ces péripéties, en fait, n'intéressent personne, sont une mise en scène du fait qu'il y aurait quelque chose qui est véritablement en train de se passer. Alors qu'en vérité, ce qui est en train de se passer, c'est qu'un budget arrive. Ce budget, c'est le même
en pire que le budget proposé par Barnier. C'est-à-dire c'est une cure d'austérité absolue, totale, qui va faire payer à ceux qui payent toujours, c'est-à-dire les travailleuses, les travailleurs, les Français les plus modestes et ceux qui occupent des emplois et qui ont une petite situation qu'on appelle régulièrement classe moyenne. Et ils vont payer les efforts, ils vont en termes d'efforts, en termes de réduction de leur accès aux services publics de qualité, etc., pendant que ceux qui, aujourd'hui, s'enrichissent massivement, notamment les actionnaires qui ont touché 98 milliards de dividendes cette année, en 2024, sont épargnés, et que les grandes entreprises sont épargnées. Et pour moi, c'est vraiment une opérette qui cache le fond du fond, c'est que le gouvernement n'a absolument aucune envie de négocier concrètement sur un renoncement à sa politique et à son cap général, qu'il est prêt à 2-3 petits arrangements inutiles, et que le Parti socialiste a compris cela, et que c'était dans un effort naïf d'y croire, ils se sont perdus, et que là, ils trouvent juste l'occasion pour essayer de faire marche arrière sans que ça leur coûte trop cher. Mais est-ce que c'est pas trop tard ? Alors, même si, Paul, vous disiez que le PS, en fait, il y avait plusieurs PS aujourd'hui, en tout cas, c'est Olivier Faure, le secrétaire général, et il a comparé François Hollande et Jean-Luc Mélenchon à des dinosaures, je crois un tyrannosaure et un diplodocus. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une stratégie, ça, de prendre autant de distance avec François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, je rappelle, à quelques mois de l'université d'été du PS. Je pense, d'autant que Olivier Faure a des choses à faire oublier. Que faisait-il pendant le quinquennat de François Hollande ? Olivier Faure, il a été, à un certain moment, le vice-président du groupe Parti socialiste de François Hollande, qui était occupé à quoi ? À faire la chasse aux frondeurs. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, on parlait de cette soi-disant aile gauche qui n'a jamais voté contre un budget du gouvernement, mais qui s'abstenait et qui, par son abstention constructive, je crois que en tout cas, à un moment, elle a fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est ça. Son abstention constructive, je crois que c'était l'expression consacrée, était censée représenter une fronde interne à la politique que menait François Hollande en nommant des Manuel Valls et des, je passe les autres noms, des Bernard Cazeneuve, enfin des gens qu'on retrouve. Et voilà, c'était juste un homme d'appareil qui a appliqué la ligne, qui n'avait absolument aucun lien avec cette pseudo-fronde, et qui était en fait un homme qui a concrètement accompagné l'organisation de ce bilan du quinquennat Hollande. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un jeu de posture. Ceux qui pensent que Olivier Faure était sincère dans cet effort unitaire doivent regarder un peu les véritables prises de position qu'il a prises et remarquer que le Parti socialiste, à chaque fois qu'il a contracté des alliances, que ce soit celle de la NUPES ou du Nouveau Front Populaire, dès lors que le cadre programmatique était plus à gauche que le sien, il a tout de suite, dans les 6 mois, trouvé un moyen de s'en extirper, de se sortir de ces espaces. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les programmes, c'était quoi ? C'était une cristallisation temporaire d'un rapport de force à gauche fixé par l'élection. Donc effectivement, Olivier Faure, il veut se distancer de Hollande parce qu'il sait que Hollande, c'est un épouvantail. Quand vous dites à quelqu'un « je suis de gauche comme François Hollande », soit les gens rigolent, soit les gens fuient. Et ils disent mais fuyez cette option le plus vite possible, parce qu'ils savent que ça a été une catastrophe. Je rappelle qu'après la fin du quinquennat Hollande, il y a un effondrement de l'électorat de gauche, et surtout une montée réelle de l'extrême droite, un score très important de Marine Le Pen. Donc il y a ça, et puis bien entendu, il joue à équidistance, c'est-à-dire qu'il se met à distance de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il joue sur cette idée qui, à mon avis, est une notion fausse, mais que dans certains milieux, c'est une figure repoussoire, et qu'il serait trop clivant, et donc pour qu'il y ait un chemin pour cette gauche, du compromis, de la sortie de la crise politique par une voie apaisée, il faut mettre à distance toute option qui considère la rupture comme le seul chemin entre le néolibéralisme et le bloc d'extrême droite qui se profile à l'horizon. Alors pour conclure ce débat, Paul, sans vous prêter des talents de visionnaire, si le PS ne revient pas à la table des négociations, ça veut dire que potentiellement, hypothétiquement, le PS va censurer le gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, Emmanuel Macron peut s'avouer vaincu ? Non, parce qu'on l'avait vu, que le PS ait voté ou non la censure proposée, je crois que c'était le 14 ou 15 janvier, enfin le 14 janvier c'était dans le discours de politique générale, donc le 16 janvier, etc. Sans les votes du Rassemblement national, la motion de censure ne serait pas passée. Mais même sur ce plateau, je m'étais trompé, j'avais dit, quand on a eu un débat sur ce sujet,
Je ne pensais pas que l'ensemble du groupe socialiste n'allait pas voter la censure. Je pensais qu'ils allaient diviser... Oui, au moment du débat, on ne savait pas encore. Exactement. Et j'étais étonné parce que je me disais, mais c'est quand même, encore une fois, un pari risqué. Et ne pas voter cette censure, alors que ça ne coûte rien de voter une censure, ou encore une fois... Qui ne va pas passer. Qui ne va pas passer, qui, face à un gouvernement qui comporte vraiment les figures les ennemis du mouvement social, Elisabeth Borne, des figures d'extrême droite, Gérald Darmanin et Rutailleau, je ne comprenais pas et je me disais, mais qu'ont-ils obtenu ou que pense-t-il avoir obtenu pour justifier un tel geste? Et là, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir un retour à la censure, parce que, voilà, ils ont compris que leur stratégie était un échec, mais voilà, la question, c'est le Rassemblement national. Et pour l'instant, on ne sait pas trop comment vont se passer les rapports. Et c'est fou, la question, il est au Rassemblement national. On se demande encore aujourd'hui, parce que si LFI vote la censure, le PS vote la censure, il manquerait que les voix du RN pour que la censure soit adoptée. Donc ça veut dire qu'on est, encore une fois, suspendu à l'extrême droite. Absolument, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le véritable dialogue politique qui est en train de s'organiser dans nos sociétés pour assurer une stabilité du gouvernement, elle n'a jamais été vers la gauche. La gauche a été désignée comme ennemie et les petits appareils de gauche qui ne sont aujourd'hui plus centraux, comme le Parti socialiste, sont anecdotiques quant à la réalité de la scène politique. La réalité, c'est que le dialogue est avec le bloc national xénophobe qui est celui que représente l'extrême droite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des figures comme Gérald Darmanin et Bruno Retailleau qui ne sont pas choisis au hasard. Est-ce que c'est pour susciter, je ne sais pas, le soutien des LR qui ont fait 7% aux élections, qui ont un groupe pas si important au Parlement? Non, la question c'est quel est le dialogue que ces gens ont pu entretenir avec l'extrême droite. Et quand Darmanin est au ministère de l'Intérieur, quand M. Retailleau l'est, ce sont des gens qui vont être les porte-paroles, des gens qui valident le diagnostic de l'extrême droite. Et donc c'est un dialogue non officiel, officieux, mais enfin qui sert quand même de base à ce que la politique va mener. Je rappelle d'ailleurs que Michel Barnier tombe pour quelle raison? Au moment où le Rassemblement national, ayant l'intention de faire monter des enchères et d'essayer d'apparaître comme une fausse opposition capable de s'opposer à certaines décisions du gouvernement, fait monter les enchères et en face, le gouvernement pense qu'il peut faire sans lui et qu'il ne faut toujours pas changer de cap et ils rompt le dialogue. Le Rassemblement national n'est pas satisfait. Ils votent la censure. La question, là, c'est du coup, vers qui ils vont se retourner. Et il n'y a que... c'est une question de temps. Là, l'alliance idéologique est mûre. L'alliance entre les formes partidaires, entre les organisations, elle est en construction. Elle est déjà... je vous rappelle que, encore une fois, l'alliance LR... Macronie, 6 mois avant, Laurent Wauquiez disait jamais de la vie, on le fera pas. Et puis ils l'ont fait. Et donc voilà, c'est juste que... Petit à petit... Alors, il y a une autre actualité, ce sont des propos qui interrogent également. Le milliardaire Bernard Arnault a dénoncé les taxes temporaires sur les entreprises prévues dans le budget des taxations d'une Made in France, selon lui, qui peuvent pousser à la délocalisation. Paul, bien évidemment, vous ne comprenez pas sa colère, mais la porte-parole du gouvernement, si, elle rassure même Bernard Arnault, c'est temporaire, c'est pour faire face à une mauvaise passe. Alors, Bernard Arnault, il fait allusion à la surtaxe d'impôt sur les plus grosses sociétés prévue dans le budget qui est actuellement en discussion. Cet impôt pourrait aller jusqu'à 40%. Lisa Lapp, notre reporter, nous explique tout. Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Pauvres milliardaires qui croulent sous les impôts, comment vont-ils finir la fin du mois? Depuis 2019, la fortune des milliardaires français a augmenté au total de plus de 24 milliards d'euros, ce qui fait 13 millions par jour depuis 6 ans. Et si je vous disais que les très riches s'enrichissent bien plus vite que vous, et ce, grâce à la politique d'Emmanuel Macron. En 2023, les 10% les plus riches ont gagné 280 € en moyenne grâce à la politique socio-fiscale du gouvernement. Les Français, eux, en moyenne, perdent 50 € et les 10% les plus pauvres perdent 290 €. Quand le patron de LVMH parle des 40% d'impôts, il parle de la taxe temporaire et exceptionnelle prévue dans le prochain budget. Une taxe qui concerne les entreprises réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui devrait rapporter 8 milliards d'euros à l'État cette année. État qui nous fait nous parler que de dettes, de déficit et d'efforts à faire. Un gain de 8 milliards bien loin de toutes les baisses d'impôts qui ont bénéficié aux grandes entreprises et aux très riches depuis
2017. Des baisses d'impôts corrélées à des records de dividendes pour les actionnaires. Ah oui, c'était pas la crise pour tout le monde. Autre info, sachez que les 0,001% des plus riches en France paient moins d'impôts en proportion que le commun des mortels. Le taux d'imposition effectif à l'impôt personnel n'est plus que de 2% pour cette catégorie. C'est l'Institut des politiques publiques qui révèle cette étude avec des données pourtant de 2016. La France est donc un joli paradis fiscal pour les milliardaires. Pour la délocalisation, eh bien, c'est déjà le cas, avec ces centaines de plans de licenciement en cours ou prévus partout en France. C'est vrai, Monsieur Arnaud, vous avez vos ateliers de couture dans le pays. On peut aussi parler de ces enquêtes où les ouvrières confient des cadences acharnées et des salaires de misère. Qu'est-ce qu'on ferait sans les milliardaires, n'est-ce pas ? Alors, Paul, votre réaction suite aux propos de Bernard Arnault ? Le capitalisme est un système de braquage légal. C'est des gens qui, possédant des moyens de production, obtiennent une fortune sur le dos du travail des autres. Et étant propriétaires de ces moyens de production, ils peuvent faire du chantage. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire en sorte que des gens qui sont obligés de vendre leur force de travail soient dans une situation difficile par la perte de leur emploi. Et du coup, depuis des années, se développe le discours qui est un chantage. Bernard Arnault, il dit « si vous nous taxez, nous partirons ». Vos ouvriers, vos salariés perdront des emplois. Et donc, vous, politiciens qui devez gérer ça, serez en difficulté et ça sera votre problème, pas le nôtre. Justement, on en parle maintenant. C'est quoi la marge de manœuvre ? Parce que c'est délicat. Comment on peut forcer un Bernard Arnault et Co à rester en France alors qu'ils menacent de partir ? Et on sait très bien qu'ils sont ni sociaux ni patriotiques. Bon, je pense que ça serait aux politiques de répondre à cette question. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des propositions différentes, notamment qui ont été dans les différentes plateformes programmatiques à gauche. D'abord, il y a des possibilités d'impôt universel, c'est-à-dire de prélèvement de gens qui partiraient, là je parle fiscalement, s'installer dans un autre pays et qui devraient payer la différence de ce qui doivent payer s'ils étaient restés en France. Ça, c'est possible. Et il y a un pays qui fait ça dans le monde, qui s'appelle les États-Unis, et c'est pas un paradis socialiste. Oui. Vous en conviendrez. Deuxièmement, il y a des possibilités aussi. Il y a eu des propositions d'une loi d'interdiction des licenciements, notamment dans le cas de bénéfices qui sont effectués par les sociétés. C'est-à-dire dire, vous ne pouvez pas licencier et organiser un plan de licenciement dans une entreprise à partir du moment où elle fait des bénéfices. Et avec un contrôle très strict de licenciement possible dans le cadre d'une activité qui serait en train de s'effondrer. Enfin, on l'a entendu, les grands groupes qui s'enrichissent aujourd'hui, c'est des groupes qui font du profit. Il y aurait d'autres moyens de contraindre, mais la question c'est qu'en fait c'est une fausse idée. Comme l'a très bien expliqué Lisa Lapp à l'instant, d'abord les milliardaires dans ce pays ne sont pas très imposés, et d'autre part sur les grandes entreprises, elles ont énormément de facilités et de systèmes préférentiels en termes fiscaux qui permettent en fait l'accumulation terrible d'argent sur le dos des travailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un chiffre, 200 milliards d'euros. C'est l'ensemble des aides qui sont données. Si vous fusionnez d'un côté les niches fiscales, deuxièmement les exonérations de cotisations, donc c'est-à-dire une part qui doit être payée pour pouvoir financer toutes sortes de systèmes de protection sociale, et enfin la troisième chose à additionner, c'est un certain nombre d'aides aux entreprises qui sont données soit par l'État, soit par les collectivités territoriales. C'est ça, l'argent qui est central, et c'est ça le magot dont je parlais tout à l'heure et sur lequel on ne veut pas toucher. Et à partir du moment où cet argent est intouchable, c'est-à-dire qu'il doit être déversé systématiquement pour doper de subventions l'économie française, dès lors que vous remettez en question un de ces dispositifs, on vous accuse de mettre en danger la compétitivité des entreprises. Mais c'est un chantage qui n'a en plus aucune effectivité économique. Je donnerai un exemple, par exemple, c'est que là, le CICE qui avait été mis en place par François Hollande et qui, aujourd'hui a été en gros rendu permanent en étant transformé en une exonération de cotisation sociale, c'est quelque chose qui a coûté 25 milliards d'euros par an en moyenne, et qu'il a eu, selon toutes les études, y compris d'économistes assez classique et pas très hétérodoxe dans le champ académique, aucun effet ni sur l'emploi ni sur la compétitivité. Donc c'est un discours, c'est pour ça que je dis que c'est un braquage. C'est une position de pouvoir, la position des moyens de production, et une position qui impose ses dictats en permanence. Et il y a tout un discours qui est ensuite développé. L'idée que, par exemple, les gens crèveraient de faim s'il n'y avait pas des gens pour les employer, que les patrons donnent du travail aux gens. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des gens produisent des produits, et sans leur
leur activité, sans leur travail, il ne se passe rien dans l'entreprise. Alors, on a plein de chiffres sur les milliardaires. Je vais en donner qu'un. Les milliardaires se sont enrichis 3 fois plus vite en 2024 qu'en 2023. Comment ? Notamment parce que vous le disiez, ils utilisent diverses techniques d'optimisation fiscale. La France n'est pas en reste, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut aisément la qualifier de paradis fiscal, la France ? Je pense que là, quand Lisa le faisait en disant paradis fiscal des milliardaires, c'était un petit clin d'œil. Mais de fait, ce qui est vrai, c'est que nous avons un système qui favorise vraiment des catégories particulières de la population. Et en ce sens, l'expression paradis fiscal, si elle devait être utilisée, Lisa a raison, c'est un pied de nez, mais elle est véritable à partir du moment où on regarde certaines catégories de la population. Et on a aussi, pour souligner le débat, des faux débats dans l'autre sens, je dirais. On nous explique que c'est un enfer fiscal, parce que s'il y a paradis fiscal, il y a enfer fiscal. Et régulièrement, sur les chaînes d'infos en continu, un certain nombre d'économistes et de petits représentants du patronat ou du lobby patronal qui est le MEDEF nous expliquent que c'est un enfer fiscal, que tout est taxé, etc. Et ils montrent qu'on aurait, soi-disant, les taux de prélèvement obligatoires les plus gros d'Europe. Sauf que généralement, ces chiffres sont constitués comment ? D'une fusion entre les prélèvements qui sont des impôts et de l'autre côté, les cotisations. Et les cotisations sociales, c'est du salaire. Les cotisations sociales, c'est une part qui est prélevée sur la valeur produite pour financer différents systèmes. Et donc, pour financer une valeur qui est retransmise aux travailleuses et aux travailleurs sous la forme d'une allocation de retraite, sous la forme d'une allocation de chômage. Alors, je crois que pour les allocations de chômage, ils ont supprimé une part importante des cotisations. Mais par exemple, pour l'assurance maladie, par exemple, sur les accidents du travail. Et c'est ça, le piège du discours sur l'enfer et le paradis fiscal. Et donc, le paradis fiscal, très certainement pour une partie de la population, c'est-à-dire et les ultra-riches et les entreprises qu'ils dirigent, et qui représentent une part importante de l'emploi. Parce qu'en fait, si vous prenez les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, en gros, avant moins de 5000 salariés, et de 249 à moins de 5000, et les grandes entreprises, plus de 5000, elles représentent presque 50% de l'emploi. C'est pas rien. On n'est pas qu'un pays de petites PME, TPE qui n'ont pas des grands chiffres d'affaires. Et donc, quand vous avez une taxe qui est dite temporaire sur des entreprises qui ont un bénéfice aussi important que 3,5 milliards, on est vraiment dans la mesure cosmétique. Et c'est pour ça qu'on a des faux débats en France. Donc, ce que fait Bernard Arnault, c'est simplement défendre ses intérêts de classe, c'est-à-dire mettre un coup de pression à la scène, au gouvernement, à la politique, pour pouvoir engager un débat médiatique sur le problème français de la fiscalité, le problème de cet enfer fiscal, et remettre une pièce dans la machine de ce débat qui permet de dire à la fin, vous voyez, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire si les riches sont riches. On ne peut rien faire s'ils s'enrichissent plus vite que les autres. Et par contre, vous allez souffrir. On va couper des fonds à l'université publique, par exemple. Moi, en dehors de mes interventions ici, je suis un jeune chercheur, et je peux vous dire que l'État est catastrophique. L'État, je veux dire, de nos salles de cours, la façon dont on est payé, la précarité contractuelle est rampante dans toutes les universités de France. On a encore des annonces de coupe d'une partie des budgets. Et c'est drastique, ça veut dire que c'est des projets qui ne se font pas. C'est-à-dire que c'est des déplacements dans des colloques, dans des rencontres scientifiques dans lesquelles on échange des résultats pour comprendre qu'ils ne se font plus. C'est ça la réalité. C'est ensuite des enseignants dans l'université qui sont mal payés et donc des conditions d'études qui se dégradent pour tout le monde et donc un niveau de conscience collective, des défis à relever qui s'effondrent. C'est ça concrètement, c'est briser des vies. Et c'est la même chose, et tout le monde vous le dira, dans tous les autres domaines. À l'hôpital, à l'école publique, en dehors du monde universitaire. Et puis, voilà, je veux dire, l'état des infrastructures, etc. Donc, c'est une guerre de classe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que Bernard Arnault n'est pas forcément habitué aux sorties médiatiques. Il est plutôt discret. Il est parti aux États-Unis. Il revient. Il vante le modèle américain. C'est quoi ? C'est l'effet Donald Trump ? Clairement, c'est un coup de pression. Il explique au gouvernement que la seule politique qui vaille, c'est de continuer le cap qu'elle avait, que le gouvernement et que le macronisme a incarné, c'est-à-dire une défiscalisation massive, soit des ultra-riches, soit des grandes entreprises, au service de l'accumulation d'une minorité sociale et envers et contre les intérêts de la population. C'est ça, le seul cas. C'est ça la définition du néolibéralisme, c'est l'instrumentalisation de l'État pour mener cette politique. Et il explique que le fanatisme certain avec lequel Donald Trump va s'engager à ce genre de réforme est la voie à suivre. Parce que je rappelle que sous le premier quinquennat de Donald Trump, il y a eu effectivement des mesures de défiscalisation similaires.
des grandes entreprises et des grands foyers, malgré cette espèce de fausse prétention à incarner les travailleurs du bas de l'échelle qui sont broyés. C'est pas véritablement vrai. Et puis particulièrement dans le premier quinquennat, c'était plutôt des petits propriétaires, de la petite bourgeoisie qui ont caractérisé le vote Trump. Et là encore aujourd'hui, ils ne représentent pas les travailleurs les plus défavorisés. Ils représentent les intérêts du grand patronat américain. Alors, pour parler de la France, Sarkozy, Hollande, Macron, est-ce que l'étiquette politique de nos présidents a eu des incidences sur la fiscalité de nos ultra-riches ? Alors oui, mais à la marge. C'est ça que je veux dire, c'est que ce qui se caractérise Sarkozy, Hollande et Macron, finalement Macron c'est l'espèce de croisement hybride de Sarkozy et Hollande, c'est leur fils caché. Hollande l'a sorti comme ça pour le mettre dans un ministère, il lui a donné naissance plus vivement que Nicolas Sarkozy, mais enfin, vous l'avez vu comme moi dans la presse, Nicolas Sarkozy a régulièrement rencontré Emmanuel Macron pour lui donner des conseils, soi-disant en tant qu'ancien président, mais enfin en tant que chef de la droite, parce qu'aujourd'hui, chef de la droite, c'est Emmanuel Macron. Et de fait, il y a eu des nuances, des tentatives, encore une fois symboliques, sous le quinquennat socialiste. On a parlé de taxation supplémentaire, de taxation des transactions financières, de taxation en raison de propositions de financement de projets écologiques ou de transition. Mais en vérité, le fond de l'affaire, c'est que c'est une politique qui n'est pas liée à la question de la couleur des appareils, c'est une politique liée au groupe social dont on défend les intérêts. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant le Parti socialiste est une politique d'accompagnement de la bourgeoisie. C'est pas pour les critiquer en soi. C'est juste que concrètement, si on regarde ce qui s'est passé, c'est le cas. Je veux dire, le bilan commun qu'on a de destruction des services publics, de 9 millions de travailleurs, de personnes pauvres en France, de travailleurs pauvres qui travaillent et sont pourtant dans des situations de précarité, de 10 millions de personnes qui sont à l'aide alimentaire, c'est pas uniquement Macron. C'est le résultat cumulé de ces 3 hommes politiques qui ont été les présidents successifs avec des gouvernements qui ont littéralement été marqués par la fusion de ces appareils politiques. Écoutez, je vais citer Rachida Dati, elle disait « La Macronie, c'est des traîtres de droite et des traîtres de gauche ». Mais ce n'est pas exactement ce qui a été la configuration de la Macronie, des gens qui venaient du Parti socialiste et des gens qui venaient de la droite et qui, déchirant les étiquettes, se sont rassemblés pour mener concrètement la même politique. Ils n'ont pas convergé par juste ambition ou carrière personnelle. Ils ont convergé parce que, sur le fond, idéologiquement, ils étaient alignés avec cette politique-là. Donc oui, ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas eu de différence. Parce que, encore une fois, certains sont plus radicaux dans leur posture néolibérale que d'autres. Mais dans le fond, il n'y a pas eu de chamboulement majeur. Alors, les milliardaires dans les médias, c'est une réalité en France, on ne va pas tous les citer, la liste est longue. Les milliardaires à l'investiture d'un président américain, ça c'est une réalité aux États-Unis. Il y a eu Jeff Bezos, il y a eu Zuckerberg, il y a eu Elon Musk, on ne va pas parler de lui. Qui est ministre maintenant. Oui, on a eu d'ailleurs Bernard Arnault. Qu'est-ce qui est en train de se passer là sous nos yeux ? Si vous écoutez un dirigeant politique américain comme Bernie Sanders, il a dit the billionaire class, la classe des milliardaires, a pris le contrôle du gouvernement. C'est sa manière frappante de rappeler que effectivement le gouvernement américain est un gouvernement contre l'intérêt de la majorité de la population. Mais en vérité, en France, c'est la même chose, encore une fois. Ça n'est pas, il ne faut pas comprendre cela comme une vision complotiste dans laquelle des hommes riches dans un coin fréquenteraient le pouvoir et décideraient de l'avenir du monde envers et contre les institutions. C'est pas comme ça que ça se passe. Simplement, encore une fois, c'est des partages de vision du monde, d'intérêts communs, de milieux d'éducation, par exemple. Je veux dire, moi, je peux vous le dire, j'ai fait mes études à Sciences Po. Il y a des milieux sociaux dans lesquels se fréquentent les fils de bourgeois, les fils de grandes entreprises, d'ambassadeurs, d'hommes politiques, etc. C'est une cohérence dans la façon dont ils vivent le monde, dans les privilèges qu'ils partagent et dans la manière de reproduire ces privilèges et un ordre inégalitaire. Et ce sont des gens qui occupent cette position la plus favorisée, la plus privilégiée dans cet ordre inégalitaire parce qu'ils possèdent encore une fois les moyens de production, c'est-à-dire les moyens qui permettent à tout le monde de pouvoir vivre, parce qu'ils produisent l'ensemble des services qui nous permettent de vivre. Et ces gens-là ont pour objectif de toujours forcer la main des gouvernements pour la préservation de nos intérêts. C'est ce que je disais quand je disais Bernard Arnault fait un coup de pression. Il impose à partir du rapport de force qu'il possède. Et le rapport de force qu'il possède, c'est il dit si vous ne le faites pas, je vais en faire en sorte de mener une politique qui va vous mettre en difficulté parce que les gens vont vous poser des questions. Bernard Arnault, il pense qu'il est intouchable.
Il se fiche de notre média, il se fiche de personnes qui se battent, comme c'est le cas aujourd'hui, dans plein d'usines pour pouvoir garder leur emploi. Par contre, il dit aux politiques, vous voulez des gens en colère, au chômage, qui manifestent parce qu'ils perdent leur emploi ? Ne venez pas me chercher des noises sur ce que je fais, comment je le produis et au bénéfice de qui. Moi, je suis là pour faire de l'argent, maximiser cet argent et peu importe les conséquences. Voilà, on parle de Bernard Arnault, mais est-ce qu'il ne va pas donner des idées à d'autres milliardaires français ? Oui, mais c'est des... Enfin, on veut dire, selon les personnalités présidentielles dont vous avez parlé tout à l'heure, on a eu des amitiés et des mises en scène d'amitiés et de couples différents. Je vous rappelle que il me semble que Nicolas Sarkozy était assez proche aussi du couple, enfin de l'empereur Lagardère. Et puis vous avez Vincent Bolloré, qui lui investit concrètement dans l'établissement d'une formation politique d'extrême droite qui reprenne la politique de préservation de ses intérêts milliardaires, mais en promouvant un discours absolument réactionnaire, xénophobe, etc., avec tous ces investissements médiatiques. Donc, les milliardaires ont toujours un pied dans la politique, parce que ils ont toujours l'œil sur le prochain gouvernement qui est finalement, je crois que Marx avait cette expression, je ne sais plus dans quel texte, où il dit que les gouvernements, dans le cadre de la démocratie actuelle et d'une société capitaliste, ne sont que les comités d'entreprise de gestion des affaires courantes, quoi, de la bourgeoisie. C'est ça, quand on dit il faut une politique économique pour la France, ça devrait être autre chose, ça devrait être des investissements, des réflexions sur qu'est-ce qu'on doit produire pour répondre à quels besoins. Mais vous avez l'impression que c'est les débats qu'on se pose. Non. Ce qui se pose, c'est comment on est compétitif, comment on produit, comment la France sur le marché mondial va s'imposer. Et on explique aux gens que parce que ça va réussir, parce que les intérêts de ces capitalistes sont préservés, alors, en fin de course, de temps en temps, ils recevront une part de cette richesse-là. Et c'est une illusion et c'est ce qui marque le quinquennat. Les difficultés des gens et leur capacité à se soulever contre. Je rappelle qu'on avait quand même le mouvement des Gilets jaunes qui disait mais nous on travaille, on n'en vit pas, quoi, on n'en survit pas, donc il y a un problème. Ils ont laissé les milliardaires s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. À quel point, d'ailleurs, ça fracture encore plus le pays actuel ? Je dirais que la fracture, elle vient du fait que la polarisation comme ça, à chaque fois qu'elle s'affiche, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens identifient bien le fait que certains s'enrichissent contre d'autres, ça crée potentiellement des tensions, des conflits, et qu'il y a une radicalisation de la manière de gérer le conflit. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'on a une forme d'autoritarisme rampant de l'État qui s'organise, c'est qu'à partir du moment où on n'arrive plus à obtenir le consentement de la population pour le modèle inégalitaire qu'on défend, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à faire rêver, comme quand Macron disait « tout le monde rêve d'être milliardaire », à partir du moment où le modèle de société qu'on prône, s'enrichir, créer votre entreprise, etc., ne fait pas rêver parce qu'un certain nombre de fractions de la société ont compris que c'était une illusion, on passe tout de suite de la carotte au bâton. Et donc, la fracture, elle se voit avec le fait que les inégalités sont de plus en plus violentes, parce qu'encore une fois, être un travailleur pauvre, c'est une violence. Devoir aller à l'aide alimentaire, comme je vois le faire tous les soirs dans mon université, des dizaines, voire des centaines d'étudiants, c'est une violence. De la même manière que être dans la rue, sans logement, etc. Toutes ces formes de précarité qui jouent sur nos espérances de vie, de capacité à être en bonne santé mentale, etc., c'est des violences. Et ces violences, elles s'accumulent. Et donc, il se passe deux choses. Soit les gens la politisent dans un sens ou dans l'autre, soit ils la politisent contre ces intérêts des milliardaires, et donc ils sont dans le but d'une révolte et de demander une rupture avec cette société-là, soit ils trouvent d'autres coupables. Et c'est tout l'enjeu de la bataille contre l'extrême droite qui a tendance à leur dire « oubliez les milliardaires ». Oubliez M. Bolloré. Marine Le Pen vous dira toujours d'oublier M. Bolloré. Elle dit regarde, celui qui est plus bas que toi, celui qui est dans cette situation, c'est lui le responsable. C'est un des gros enjeux de la confrontation politique du moment. On aura réussi à lier les deux débats de la deuxième partie, la sortie de Bernard Arnault et la sortie de François Bayrou. Merci Paul. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre éclairage. Et c'est la fin de Toujours debout. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission en commentaire. Si vous nous regardez par YouTube et via email, et si vous nous regardez à la télévision, continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre et indépendante. Et restez avec nous parce que ce soir, juste après cette émission, on va diffuser une nouvelle émission. C'est Kevin Razi qui vous donne rendez-vous. Il revient sur les temps forts de la récente actualité et la manière dont les médias l'ont abordé. Excellente soirée sur le média et à très vite.